L'anxiété, c'est un symptôme. Dans la dépression, il peut y avoir de l'anxiété. Enfin, la plupart du temps, d'ailleurs, on retrouve de l'anxiété. Mais après, la dépression en soi, c'est vraiment une entité, une maladie. Et donc, ce qui va la définir, en fait, c'est que vraiment, il y a une rupture par rapport au fonctionnement antérieur chez la personne. Et c'est un ensemble de symptômes. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas dans la tête. On dit souvent, on parle souvent, les gens vont dire ah, mais faut se mettre un coup de pied aux fesses, c'est des gens feignants. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une maladie. C'est le système nerveux qui est malade et qui ne fonctionne plus correctement. Et il faut savoir donc que le système nerveux, entre autres, donc il y a des neurones qui communiquent entre eux grâce à des petites molécules messagères qu'on appelle des neurotransmetteurs, donc dont la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, enfin, il y en a plein. Et dans le cadre de la dépression, au sens médical du terme, on va avoir un déséquilibre dans ces neurotransmetteurs, un déficit dans certains neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, mais après, c'est plus complexe que ça. Et du coup, les cellules nerveuses n'arrivent plus très bien à communiquer entre elles. Et donc, les premiers symptômes, ça va pas forcément être... On associe souvent les gens en dépression avec des idées suicidaires, mais ça peut commencer simplement par une fatigue, un manque d'entrain, le moindre petit truc nous paraît une montagne, ne serait-ce que mettre quelque chose dans le lave-vaisselle ou étendre son linge. Ça demande un effort considérable. On ne se reconnaît plus. Au début, c'est plus un manque d'énergie. Et puis tout nous blase, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que même des gens qu'on apprécie énormément, sa famille, voire même ses propres enfants, on n'a même plus envie de passer du temps avec, ça nous apporte plus tellement de joie, c'est plus une contrainte, c'est plus... voilà, ça nous demande de l'énergie, alors que d'habitude, ça nous en demande pas spécialement, on fonctionne pas comme ça. Donc les premiers symptômes, ça peut être plutôt dans ce registre-là, des troubles des fonctions instinctuelles, on va perdre le sommeil, on va perdre l'appétit ou au contraire avoir envie de manger tout le temps, avoir envie de passer sa journée au lit. Et les premiers symptômes, c'est souvent ça. Et après, ça peut aller jusqu'à effectivement des idées noires où on en vient à avoir des idées suicidaires et se dire, mais en fait, si c'est ça la vie, si c'est vivre comme ça, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Et on peut en arriver à avoir des idées suicidaires. Ou après, il y a certaines dépressions qui peuvent être plutôt en lien avec une anxiété chronique qui épuise le système nerveux parce qu'on va lutter en permanence contre l'anxiété. Donc au début, la personne va être très anxieuse et puis petit à petit se déprimer parce que le système nerveux s'épuise et donc petit à petit, l'anxiété, elle est même plus là parce qu'on n'a même plus la force d'être angoissé et la personne, elle va être, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va manquer d'énergie, elle va petit à petit plus trouver de sens à rien et puis sombrer dans des idées plus négatives et pouvoir aller encore une fois jusqu'à avoir des idées suicidaires. Ces phases, vous avez parlé d'anxiété, Mhm, dépression, et mhm. après avoir des idées noires. Ça veut dire, quelle est, on va dire, la frontière entre l'anxiété et la dépression? Je pense que c'est surtout sur la durée des symptômes. On peut avoir un petit coup de mou quelques jours ou une phase anxieuse dans un contexte particulier, mais si les symptômes tendent à s'installer et finalement à durer dans le temps, sur plusieurs semaines, et qu'encore une fois on ne se reconnaît plus et qu'on n'est plus dans son fonctionnement habituel, et comme je disais, qu'on commence à avoir vraiment des troubles du sommeil, des choses comme ça qui se pérennisent dans le temps, il faut commencer à s'inquiéter peut-être, enfin à s'inquiéter, en tout cas peut-être consulter avant que ça soit trop profond. Ok. Et comment différencier les troubles anxio-dépressifs et les maladies neurodégénératives? Oula, alors là, c'est pas du tout la même chose. Les maladies neurodégénératives, en fait, c'est donc les neurones qui s'abîment et qui se reconstituent pas, et ça va se manifester essentiellement par des troubles cognitifs. Donc, c'est-à-dire des troubles, bon alors, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention. C'est vrai qu'on peut voir des troubles cognitifs dans le trouble anxio-dépressif et dans la dépression, mais ils vont être mineurs et réversibles une fois qu'on va aller mieux. Alors que dans les maladies neurodégénératives, c'est des symptômes qui vont s'installer petit à petit et il n'y a pas tellement de retour en arrière en fait et ça s'aggrave de plus en plus. Mais c'est vrai que tu as raison de lier les deux parce que souvent dans les troubles, donc dans les démences ou les troubles neurodégénératifs, la personne peut présenter des symptômes dépressifs, surtout au début de la maladie, quand elle se rend compte
de ce qui lui arrive. Et puis même au niveau neurobiologique, il y a, comment dirais-je, effectivement, ça favorise la dépression dans les maladies de Parkinson ou Alzheimer. Des fois, on a une phase inaugurale avec des symptômes dépressifs sans que les troubles cognitifs soient forcément au premier plan. Donc après, ça, c'est plus selon l'évolution de la maladie ou des symptômes associés. Mais c'est vrai que souvent, chez un sujet jeune, ça peut inquiéter. Moi, j'ai des patients des fois qui me disent « mais j'arrive plus à me souvenir de rien, j'ai l'impression que mon cerveau, il marche plus, je suis foutue ». Donc je leur explique que non, ça fait partie effectivement des symptômes dépressifs, mais que ça va être réversible et qu'ils vont retrouver leur capacité cognitive quand la dépression sera traitée. Ok. Et parlant du diagnostic des troubles anxio-dépressifs, est-ce qu'il y a un diagnostic biologique, un paramètre biologique à tester pour... Alors non, en fait, il existe des tests qui se développent. Là, c'est tout nouveau. En Allemagne, il y en avait avant. En France, c'est depuis le mois d'avril qu'on a accès pour détecter, en fait, pour faire la différence entre une dépression, entre un syndrome une dépression et le trouble bipolaire. Donc là, les recherches, elles sont plus axées sur la détection du trouble bipolaire parce qu'on a un retard diagnostique d'une dizaine d'années environ entre les premiers symptômes du trouble bipolaire et le diagnostic. Souvent, c'est diagnostiqué à tort comme des dépressions. Voilà. Et donc là, il y a des labos qui ont mis au point un test, mais il y en a des nouveaux qui arrivent sur le marché avec des analyses en gros de l'ARN messager. Alors, c'est pas recommandé en pratique courante, c'est pas pris en charge par la Sécu, ça coûte 900 €. Donc voilà, il faut être déter. Après, pour l'instant, non, on n'a pas vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, en psychiatrie, contrairement à d'autres spécialités où, je sais pas, moi, une tuberculose, on va faire un bécatubage, on va voir s'il y a des bacilles de Koch. Si c'est positif, la personne a la tuberculose. Si c'est négatif, elle l'a pas. Ou, voilà. En psychiatrie, on n'a pas des tests biologiques objectifs comme ça. Même à l'IRM, on peut voir si le cerveau il est un petit peu altéré, mais ça va être plus en lien avec les maladies neurodégénératives ou autres. Donc on utilise plus les tests biologiques pour un diagnostic différentiel, c'est-à-dire pour éliminer des causes comme par exemple une hypothyroïdie qui peut donner des symptômes qui ressemblent aux symptômes dépressifs, ou alors une IRM donc pour vérifier qu'il n'y a pas une maladie neurodégénérative ou une tumeur quand on a des symptômes délirants chez un patient. Mais c'est plus pour le diagnostic différentiel que pour le diagnostic en soi. C'est pour éliminer d'autres causes en fait qui ne seraient pas psychiatriques. Quelles sont les causes de ces troubles? Alors déjà, on peut voir les causes psychiatriques, je dirais. Donc dans les causes psychiatriques, il y a les causes, comme je disais au début, très neurobiologiques avec finalement des carences en neurotransmetteurs qui peuvent être liées à un épuisement du système nerveux ou chez certaines personnes, il peut y avoir une vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il y a une dimension génétique au trouble de l'humeur et que certaines personnes ont des facteurs génétiques, donc ce n'est pas un gène impliqué, ce n'est pas parce qu'on a un parent bipolaire ou qui a un trouble dépressif récurrent que tous ces enfants vont souffrir de dépression, mais quand dans la famille, beaucoup de personnes souffrent de dépression, on a plus de risques d'en souffrir. Il y a des facteurs génétiques avec des facteurs d'environnement qu'on ne connaît pas encore bien. Et donc ça, c'est plus les causes psychiatriques avec donc des causes, on va dire, neurobiologiques, génétiques. Dans les causes psychiatriques, on pourrait aussi mettre les causes psychogènes avec des dépressions qui sont en lien avec des traumatismes ou de la maltraitance ou des facteurs d'environnement qui peuvent favoriser aussi. Et après, il y a des causes, on peut avoir un tableau dépressif pour des causes, on va dire, physiques. Donc, par exemple, on recherche de l'anémie, de l'hypothyroïdie. Comme on disait tout à l'heure, les démences débutantes, il peut y avoir des symptômes dépressifs ou certaines maladies neurologiques, comme la sclérose en plaques ou autre. Il peut y avoir aussi une comorbidité dépressive. Chez les femmes aussi, certaines perturbations, variations hormonales peuvent favoriser des états dépressifs. Enfin, il y a plein de causes qui peuvent donner des dépressions secondaires. L'apnée du sommeil, souvent dans les dépressions résistantes, on élimine, on va vérifier quand même que la personne ne souffre pas d'apnée du sommeil. Donc ça, il y a plein de causes à rechercher quand on n'arrive pas à traiter une dépression. Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux ou bien des événements
de la vie qui favorisent Oui. les dépressions? Bien sûr, ben, souvent on recherche, alors il y a des dépressions sans facteurs favorisants, mais souvent on recherche chez les patients, donc tous ben, des ruptures, perte d'emploi, des deuils. Bien sûr que les facteurs environnementaux peuvent favoriser les dépressions. Alors Ok. après, il y a des personnes qui ont un terrain plus fragile, entre guillemets, et qui vont donc plus facilement tomber en dépression, mais ça peut... voilà, il peut y avoir des facteurs qui favorisent. Après, on peut avoir une dépression, même des fois on se dit mais je comprends pas, j'ai tout pour être heureux et je suis dépressif, je devrais pas, mais ça arrive aussi, hein. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un facteur dans l'environnement qui déclenche la dépression. Et après, on voit beaucoup ce qu'on appelle des burn-out. On peut aller jusqu'en dépression, donc ça c'est aussi l'excès de stress, effectivement, par épuisement du système nerveux qui peut amener à une dépression. Y a-t-il une différence entre burn-out et dépression? Bah, Si on va oui, dire à quel niveau? oui, le burn-out, alors c'est à différents stades. Je pense on peut avoir des signaux d'alerte avant d'être complètement en dépression. Donc c'est une entité à part où la personne bah, va être hyper investie et s'épuiser. Et au bout d'un moment, va perdre le sens de ce qu'elle fait. Et donc c'est une sorte de dépression en fait, mais transposée un petit peu au milieu du travail, oui. Euh, et qui en fait est en lien avec un épuisement lié à une surstimulation